Bonjour, et avec vous, on va faire le point, on va revenir sur l'événement du samedi soir et la fusillade survenue lors du dîner des correspondants à l'hôtel Hilton de Washington où le président américain était présent. Vous étiez sur place, vous étiez dans la salle. Racontez-nous comment ça s'est passé, Azeb. Écoutez, c'était extrêmement évidemment très inattendu. On venait d'entendre l'hymne national américain. C'était une soirée, vous savez, c'est un dîner très mondain, c'est un dîner annuel. Et la raison pourquoi il y avait 2600 personnes, c'était très attendu, c'est parce que Donald Trump n'a jamais participé à ce dîner en tant que président, parce qu'il avait eu une plutôt mauvaise expérience durant les années Obama. Donc, beaucoup de journalistes, beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de diplomates, tout le monde était assis à sa table. Vous avez des tables assignées pour chaque réseau de médias, aussi pour les diplomates, pour les politiciens. Il y avait évidemment toute l'administration Trump qui était dans cette salle. Il y avait également énormément d'élus démocrates. C'est vraiment le moment de l'année où les politiciens côtoient les journalistes, les diplomates, et on parle vraiment de liberté de presse. Donc on venait tous de s'asseoir et la soirée allait commencer. Probablement le discours de Donald Trump qui était très attendu. Donald Trump est arrivé dans la salle, il était à la table d'honneur, il était avec son épouse Melania Trump, également sa porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Donc c'était plutôt une ambiance, je vous dirais, assez sobre et plutôt une ambiance plutôt, de soirée, si vous voulez, de soirée mondaine. Et tout d'un coup, nous, notre table se trouvait juste à côté de la porte de sortie et d'entrée, si vous voulez. Et là, on a entendu plusieurs coups de feu, mais extrêmement forts, parce qu'on était justement tout près. Et au début, on ne comprenait pas, parce qu'il y a tellement de sécurité il y avait tellement de sécurité dans cet hôtel. Il y avait des points de sécurité, ils avaient des détecteurs de métal, la rue avait été bloquée. Pour pouvoir entrer à l'hôtel, il fallait marcher un bon 10 minutes, si vous voulez, parce que tout le périmètre était quand même sécurisé. Il y avait un important contingent dispositif de sécurité. Là, on entend des coups de feu. Et donc, moi, personnellement, j'étais étonnée, j'étais perplexe, mais c'est pas possible avec le nombre de policiers, donc je me dis ça doit être autre chose. Et tout d'un coup, dans la salle même, il y avait la police, il y avait également les services secrets, vous savez, c'est la police très rapprochée de l'administration Trump, des élus, si vous voulez. Et puis il y avait aussi les personnes qu'on appelle, si vous voulez, undercover, des personnes qui étaient habillées en cravate, où vous pensiez que c'était des civils, mais en fait, c'était des policiers. Donc tout d'un coup, tout le monde a sorti son arme et ils nous ont dit allez à terre, get down, get down. Donc, on s'est réfugiés, si vous voulez, là où on pouvait. Donc, beaucoup de gens, on a vu les gens sauter. Vous savez, les gens réagissent différemment dans des situations de panique. Et la crainte, évidemment, c'est que peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi à l'intérieur, peut-être qu'il y avait des complices. Donc, on s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est le début de quelque chose, d'un drame, en fait, qui va se dérouler. Et donc, on est resté, si vous voulez, assez cachés, les gens restaient cachés ou longeaient les murs, et on n'a plus entendu de coups de feu. Et un gardien de sécurité m'a dit, puisqu'on était juste à côté de la porte d'où provenaient les feux, les portes se sont fermées automatiquement. Il a dit bon, il faut plus sortir. C'est une scène de crime derrière cette porte. Il faut rester dans la salle. Voilà. Donc on est resté là environ. Ça a paru des heures, mais en fait c'était des minutes finalement. Ouais, mais entre-temps, le président américain a été exfiltré, son vice-président, les personnalités de haut rang de l'administration. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit durant ces minutes assez paniquantes On se rend compte. C'est vrai que j'ai couvert des conflits dans le passé, donc c'est sûr que j'ai un certain sang-froid, je vous dirais. Mais on se dit quand même, je pense que c'est l'effet de surprise, parce que c'était un endroit extrêmement sécurisé. C'était l'endroit le plus sécurisé au pays quand même. Donc on se dit bon, il y a une faille évidemment. Et aussi, on se rend compte qu'on est quand même dans un pays extrêmement déchiré, extrêmement divisé. Moi, c'est évident que comme j'ai couvert des conflits, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, je regarde ce qui se passe ailleurs au monde. Je dirais que c'est pas comparable entre guillemets, parce que bon, on était quand même très protégés, etc. Mais ça montre quand même à quel point tout peut arriver à n'importe quel moment aux États-Unis.
Des fois, on oublie quand même que le pays est très déchiré. On oublie aussi que le pays est quand même en guerre. Et pour beaucoup, je pense que pour beaucoup de gens qui étaient à mes côtés, vous savez, il y avait des élus, des politiciens avec leurs épouses. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelques personnes qui étaient quand même en choc et ne se rendaient peut-être pas aussi compte que ça pouvait arriver aux États-Unis, que voilà, c'est évident que Donald Trump, toute la table d'honneur a été extirpée extrêmement rapidement. Ils sont partis. Donald Trump, ensuite, la présidente de l'association de la Maison-Blanche nous a dit il va revenir, il veut continuer le gala. Donc, il a été extirpé, mais il était encore dans l'immeuble. Et finalement, c'est les services de sécurité qui ont dit qu'il ne peut pas retourner à la table d'honneur, qu'il y a une scène de crime, si vous voulez, et qu'il faut évacuer absolument l'hôtel. Donc, il est retourné. Quand la présidente de l'association est venue, elle nous a dit, voilà, rendez-vous à la Maison-Blanche pour un point de presse avec le président américain. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'au moment où ça s'est déroulé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Hein. Au début, on est très incrédule, parce que quand on va dans un pays en situation de conflit, on est prêt, on s'y attend, etc. Mais là, c'était dans un endroit, voilà, comme je vous disais, très sécurisé, donc c'était surprenant, je vous dirais. Ouais, c'était surprenant. C'était la première puissance de la Terre avec toutes ses personnalités, donc c'était censé être sécurisé. Maintenant, pour vous, journalistes, et le dîner des correspondants, c'est votre moment, et c'est votre moment glamour, et c'est glamour aussi pour le gratin de la classe politique aux États-Unis. Et vous n'étiez pas sorti pour travailler dans ces conditions sous pression. Parce que là, j'ai vu des reportages sortir quelques minutes après. Je vous ai vu à la télé, à Radio-Canada. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce dîner qui finalement a été reporté comme un moment historique pour la presse et aux États-Unis? Je crois que c'était à l'image du président américain, parce que normalement, comme vous le dites, moi c'était mon premier dîner des correspondants aux États-Unis, des correspondants de la Maison Blanche, et donc normalement c'est très, souvenez-vous les années Obama, c'est là d'ailleurs où Barack Obama s'était moqué de Donald Trump qui était dans la salle, et Donald Trump disait que disait que Barack Obama n'était pas américain, donc il a dit je vais vous prouver que je suis américain. Il lui a montré une vidéo du film Lion King en vraiment se moquant de lui, en disant voilà c'est ma naissance. Et puis bon, c'était un petit peu, et Donald Trump aurait très très mal pris cela. Et aussi Barack Obama a dit au moins je vais dans l'histoire on va me reconnaître comme peut-être mauvais, mais au moins je serai un mauvais président. Et Donald Trump, je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il a décidé de se lancer et puis d'essayer de convoiter le poste de président des États-Unis. Mais c'est sûr que pour nous, enfin pour moi, j'y allais vraiment en tant que journaliste quand même, parce que je voulais observer ce qui allait se passer. Il y a une guerre quand même qui est menée entre l'administration et les médias américains, les médias traditionnels américains. Il y a énormément de poursuites judiciaires. Et là, est-ce que c'était un moment où il va y avoir une réconciliation ou pas? Quel genre de discours va donner Donald Trump? Est-ce qu'il va encore parler de fake news ou il va un peu essayer de se rapprocher, surtout qu'on est à 6 mois des élections de mi-mandat? C'est évident que quelques minutes après les coups, on a réalisé vraiment que c'était une tentative d'assassinat contre le président américain. On a tout de suite switché en mode correspondant journaliste et on a tout de suite appelé nos rédactions et on a commencé à faire des reportages en fait sur ce qui se passait, essayer de parler également aux gens qui étaient dans la salle, des témoins, etc., sans vouloir nous être l'histoire, parce que ça c'est pas notre rôle. Mais c'est sûr que c'était très inattendu. Et vous savez, Jean-Daniel, en arrivant à l'hôtel, il y avait quand même une manifestation qui était loin parce qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser le périmètre de sécurité. On voyait des drapeaux palestiniens, on voyait des gens manifester contre justement ce gala, en disant quelle idée d'aller à un gala avec tous les nœuds papillons, les robes de soirée, alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a énormément de choses qui se passent aux États-Unis aussi. Vous savez, le prix du pétrole a complètement est monté, les gens sont pas très contents de ce qui se passe, de l'économie, etc. Donc, il y a beaucoup et donc il y avait énormément de divisions par rapport à cette soirée aussi, d'anciens journalistes qui voulaient le boycott, qui disaient non, il ne faut pas passer une soirée avec Donald Trump, après tout ce qu'il a fait à la presse. Donc, c'est quand même dans cette atmosphère-là qu'a eu lieu ce gala, comparativement au gala des années précédentes avec les autres présidents américains. Donc c'est controversé, c'était chargé,
Et finalement, ça s'est terminé avec des coups de feu où tout le monde a été évacué. Donc c'est un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Oui, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis depuis 2020, et la violence fait son entrée dans la politique, dans le débat public aux États-Unis. Là, je repense à l'attentat chez le mari de Nancy Pelosi. Je repense aux événements de janvier au Capitole. Je repense à l'assassinat de Charlie Kirk. Et je repense aux 3 attentats visant Donald Trump depuis son retour. Et cela dit quoi sur la société américaine aujourd'hui, sur la violence dans la politique aux États-Unis? Voilà, c'est très intéressant votre question, Jean-Daniel, parce que dans la salle, justement, il y avait la veuve de Charlie Kirk qui était là, on l'a vu sortir en rentrer chez moi. Donc, il y avait également Robert F. Kennedy, dont le père a été assassiné également. Donc, il y a quand même... et l'hôtel Washington, c'était aussi là où il y avait une tentative d'assassinat contre Ronald Reagan. Oui, bien, ouais. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que ça fait partie de la culture politique américaine? C'est sûr que c'est pas la première fois. Et Donald Trump, on est quand même à sa 3e tentative d'assassinat. Donc, voilà, ça fait partie. Abraham Lincoln également. Donc, c'est quand même. C'est pas quelque chose de nouveau dans la politique américaine. Et aussi, bon, vous savez comme moi que les armes circulent, hein, c'est le second amendement qui est si cher aux républicains. Les armes circulent facilement. Et si on parle par exemple de l'auteur, du suspect, qui s'était enregistré à l'hôtel avec ses armes, imaginez-vous. Et ce qui est assez inouï, et moi c'est ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait l'hôtel n'a pas été passé au peigne fin, les clients de l'hôtel. Donc ça aurait pu être pire. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a un examen de conscience qui, j'imagine, se fait chez les services de sécurité, chez peut-être tout le renseignement, mais comment se fait-il que quand vous avez une salle remplie de toute l'administration américaine, presque la plupart des politiciens démocrates, républicains, par exemple, il y avait le maire de Minneapolis qui était dans la salle. Minneapolis, vous savez qu'il y a eu toute cette histoire avec ICE, qui était là. D'ailleurs, je m'étais entretenue avec lui pour lui demander comment ça se passait maintenant, etc. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer, vous savez, ces personnalités et de voir que l'hôtel n'a pas été passé au peigne fin. Ça aurait pu être pire. Que cet homme ait pu s'introduire dans sa chambre d'hôtel avec toutes ses armes et que, en fait, voilà, que ça n'a pas été plus filtré que ça, c'est quand même étonnant. Ça aurait pu être pire. Voilà. On est passé à 2 doigts de drame. Et dernière question, que sait-on de l'enquête? Aujourd'hui, je sais que l'auteur il sera présenté à la justice, mais entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont émergé? Il y a ce manifeste qu'il aurait écrit, les médias ont publié, le manifeste où il en a contre l'administration de Trump. Dans son manifeste aussi, on sent qu'il ne voulait pas faire une tuerie, enfin, c'était vraiment contre l'administration de Trump, donc c'était un attentat très ciblé. Et voilà, donc il a 31 ans, il vient de la Californie, pas vraiment d'antécédents judiciaires, il est inconnu des autorités policières. Il s'appelle Carl Thomas, c'est ça. Et on en saura certainement un peu plus. Il a fait le voyage en train, il est parti de Los Angeles, il est allé à Chicago jusqu'à Washington, il s'est enregistré à l'hôtel Hilton tranquillement, avec tout son attirail. Et donc, ce qu'il a fait, c'est c'est ce que Donald Trump disait en entrevue hier, il a essayé de traverser à la vitesse éclair les points de sécurité. Vous savez, là où on se fait fouiller, là où on se vous demande d'enlever votre ceinture, etc., un peu comme à l'aéroport. Et ça, c'était juste avant d'entrer dans cette salle-là. Donc, il a foncé et il a été arrêté à temps, mais il a quand même eu le temps de blesser un policier. Donc, on en saura un peu plus, mais bon, il doit répondre à 2 chefs d'accusation, et puis on verra un peu quel genre de peine il recevra. Le dîner aura bien lieu dans 30 jours. D'ici 30 jours, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Il insiste pour que ce dîner ait lieu, donc à suivre. Merci beaucoup, Azeb, de votre disponibilité ce matin. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, bonne journée. C'était Azeb Walde Georgis, correspondant de Radio-Canada à Washington. Et avec lui, nous avons fait le point sur ce qui passé samedi soir, monsieur. Junior? Oui. Il y a une réaction pour le ministre. Je ne sais pas comment dire pour de commencer d'introduire dans le titre.
J'ai appris avec stupéfaction la tentative d'agression contre le président Donald Trump. Soulagé qu'il s'en soit sorti indemne, je condamne avec force cette utilisation de la violence à des fins politiques et voudrais apporter tout le support du gouvernement haïtien au président Donald Trump et au peuple américain. C'est ça, Premier ministre Alex Zéfizemé l'a écrit sur compte Twitter après drame, pas le week-end. L'autre information, après le Premier ministre la fin jeté budget électoral 250 millions de dollars américains, le Conseil électoral a annoncé une réévaluation montant ça. Dans ce sens, CEPA dit mettre en place une commission spéciale qui vient dans le cadre de l'institution électorale là, représentant PNUD, UNOP, SAC, BINU. Dans notre pour la presse qui est publiée vendredi, CEPA a annoncé révision budgétaire, Conseil électoral là. Il dit, vous mettez justement, vous mettez sous pied commission ça, c'est pour réévaluer question l'argent qu'il y a besoin pour faire élection. Il faut qu'on souligne dans l'interview pour le ministre Atebay, journal de Novelis, il était annoncé comité ça qui est membre d'un gouvernement, bailleur de fonds, qui est même dans le comité qui présentait qui va l'analyser, évaluer, réévaluer pour présenter un budget qui paraît raisonnable pour réaliser l'élection. Aucun bailleur n'est pas accepté. Il y a une élection en Haïti pour 12 millions de monde qui a coûté 250 millions de dollars américains. C'est ça, le Premier ministre a fait qu'on a une interview sur le débat journal de Novelis dans le commencement de semaine qui saute passé. Le Premier ministre a retourné dans le pays vendredi qui se passé là après 5 jours. Il se passé dans le pays des États-Unis. Dans un point de presse, il dans le salon diplomatique à l'aéroport international Toussaint Louverture pour présenter le bilan mission. Le chef du gouvernement a montré très satisfait de diverses rencontres qui étaient organisées dans le pays des États-Unis autour de rétablissement de sécurité, stabilité institutionnelle avec le retour à l'ordre constitutionnel et puis relance économique durable entre Washington et New York. Pour le ministre, il était gagné au moins 20 rencontres faites avec des officiels américains, parmi eux le secrétaire d'État Marco Rubio. Il était rencontré des congressmen, partenaires internationaux, il était en tête à tête avec le secrétaire général des Nations Unies, d'après ça, il a annoncé dans le point de presse là. Il était rencontré tout responsable d'agence multilatérale qui a été venu en Haïti, entre autres. Et pour le Premier ministre là, c'est des rencontres satisfaisantes. Il bat bravo, la contentement pour diverses rencontres. Il a été réalisé dans le cadre de mission. Il était gagné dans le pays, les États-Unis. L'autre information, avant de aller dans la pause, opération lutte contre gang a intensifié en Haïti entre décembre 2025 et février 2026, selon le dernier rapport secrétaire général de l'ONU. La police nationale d'Haïti, qui jeune support force l'armée d'Haïti, ensemble avec force répression gang yo, mené plusieurs interventions dans Bastion, gang yo dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, la zone qui environne yo. C'est au total 1343 personnes suspects qui étaient dans concombrette à gang qui perdu la vie dans l'opération ça alors que il y a 140 armes qui saisies. D'après données, secrétaire général de l'ONU a établi. Le rapport a recensé 2444 victimes d'homicide volontaires sur la même période-là. Environ 64% victimes ont été suspects qui ont appartenance à gang d'après le rapport. Le chiffre ça a représenté une augmentation de 22,8% par rapport à la période qui passait avant ça. Opération sécurité, ils ont fait des victimes tout dans la population. Il y a 158 personnes qui non affiliés à gang qui mourent, il y a 108 qui blessés. Binu, il fait en plus de ça état d'au moins 267 cas d'enlèvement, un chiffre qui est relativement stable par rapport à trimestre qui passait avant ça. Et puis, toujours dans ce qui concerne les sécurités, Force l'armée d'Haïti, la police nationale d'Haïti a dû recevoir un nouveau blindé dans pas trop longtemps. D'après ça, le noveliste apprend de sources gouvernementales. La police a obtenu 22 machines blindées type Rochelle Senator dans INL. Il y a même source là qui parlait avec le journal là, dit qu'il y a 22 blindés, là dans 13 qui est actuellement en opération, qui récupéré de missions multinationales d'appui à la sécurité et masse leadership. Dans la catégorie captain, ça occupe petit et il a quitté 15 véhicules blindés, là-dedans il y a 4 qui sont dans la main équatorienne. D'après sa source qui parlait avec le journal L'Affaire Connaît, qui a ajouté qu'il y a 3 blindés qui sont plus gros de type Max Pro qui allaient au Kenya. Il y a 2 autres de type Century
nous à recevoir. Et après maintenant, n'a pas trop longtemps d'après ça, sous cela fait qu'on est. Au niveau de la Tibonite, nous avons près d'une douzaine blindés. D'après ça, on a l'autre source gouvernementale dit dans le journal là qui précisait que la police obtient un don de 22 blindés que l'il doit recevoir dans la main INL dans le jour qui venir. On a au moins 10 blindés doivent livrer. À côté de don INL là, il y a une commande par venir. Ah ok, à côté de don 22 blindés INL là, il y a une commande par Oui. Et puis il y a 10 blindés qui doivent livrer pour force l'armée d'Haïti, toujours selon sa source qui parlait avec le journal là, il fait connaître. Conflit qui gagne dans le Moyen-Orient a provoqué un certain retard dans la livraison, cargaison d'après explication sous cela, dans le sillage de graduation de classe 33. Donc, classe 33 soldats pour force l'armée d'Haïti avec implication 200 militaires dans la consolidation espace la police récupérée dans la zone Monatuf et commune Port-au-Prince. Il y a une commande d'armes et munitions qui est en cours également pour force l'armée d'Haïti, d'après sa source gouvernementale qui parlait avec le journal là. Fait qu'on est, et puis il y a le ministère de la Défense qui a annoncé vendredi, ils ont mobilisé plus passer une douzaine de spécialistes horizons divers pour rédiger projet nouvelle doctrine Force l'armée d'Haïti, méthode de travail ça qui chita sous consultation ciblée visée mettre en commun contribution experts militaires ou bien dans la défense, monde qui dans géopolitique, spécialiste dans études stratégiques et sécurité, monde qui dans criminologie et la trier. Parmi les gens qui d'après communiqué ministère de la Défense qui est hautement qualifié et expérimenté, il y a un général Prosper Avril, colonel Antoine Atouris, lieutenant-colonel François-Marie Sandry Charles Pierre, docteur Prosper Charles, historien militaire Georges Michel, docteur Ricardo Augustin, maître James Boya, entre autres. Et c'est Moun Sayo qui le ministère a cité parmi les gens qui fait partie de l'expert qui a bien pour rédiger projet nouvelle doctrine pour force l'armée d'Haïti. Il fait 7h30.